bon après-midi. Donc j'espère que vous n'êtes pas trop fatigués. La présentation fait suite à la salle de Pierre ce matin, donc qui représentait la modélisation environnementale plus générale. Et puis donc moi je travaille principalement sur modélisation urbaine, donc ça va aller avec ce qu'on a vu cet après-midi. Ok, donc en guise d'introduction, je me suis posé la question quelle était ma place dans le colloque ici aujourd'hui. Donc je vois la notion de ville intelligente comme une montagne avec plusieurs pans. Moi je me situe dans les sciences environnementales, donc qu'on peut subdiviser en d'autres catégories comme climatologie, météorologie, qualité de l'air, hydrologie, et puis donc les autres aspects qui ont été évoqués aujourd'hui. Et donc là, j'ai repris la notion de ville intelligente un petit peu naïvement, sans me douter des problèmes sémantiques. Mais je me suis aussi posé la question qu'est-ce que pour moi ça représente. Puis j'y réponds. Notre travail, on le fait toujours dans le but d'avoir le bien-être des citoyens. Voilà, donc nous on fait des sciences, on modélise la physique, puis il y a un moment pour résoudre des problèmes de société, on a besoin de mettre les connaissances en commun. Et donc à ma connaissance, en France, il y a des projets très novateurs pour la pluridisciplinarité. C'est aussi par rapport à la vague de chaleur de 2003, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont changé. Donc c'est vrai que malheureusement, quand il y a des événements, ça fait évoluer les choses. Et puis au Québec, donc pour l'instant, il y a quelques collaborations prometteuses qui ont vu le jour. Donc en utilisant les outils que je vais vous présenter par une autre entité d'Environnement Canada à la région Québec qui a travaillé avec l'Institut de santé publique du Québec. Donc il y a des choses qui se mettent en place progressivement. Puis aussi, j'étais inspirée par la présentation de Geneviève Cloutier. Et donc je pense qu'il y a beaucoup d'avenir dans cette voie-là. Je reviens à la question pourquoi est-ce que on développe la modélisation urbaine en recherche en modélisation numérique à Environnement Canada. Donc, comme ça a été déjà mentionné plus tôt, il y a 50% des humains qui vivent dans les zones urbaines dans le monde. Puis au Canada, c'est encore pire. On a 80% des gens et en plus concentrés dans une zone au sud. Donc il y a un besoin assez évident de développer des outils spécifiques aux zones urbaines. Notre mandat, premièrement, c'est d'améliorer les prévisions météorologiques, qui pour l'instant restent à des échelles plus basses. Et donc on s'en va vers une météorologie adaptée au site, donc à la ville, puis même à l'intérieur de la ville. Et puis aussi donc améliorer les prévisions de courte durée. En utilisation, on vise aussi tout ce qui est santé publique et notion de confort. Avec de plus en plus de choses ce sont les utilisateurs potentiels de nos données. La sécurité également, donc ça c'est ce qui concerne le transport de la pollution puis la dispersion. Donc il y a déjà aussi au service météorologique canadien un groupe qui utilise nos données météorologiques pour les rentrer dans des modèles de dispersion, donc encore plus haute résolution. Et puis enfin, on aimerait que nos outils puissent servir à des stratégies d'adaptation de couverts urbains. On va montrer un peu les outils qui pourraient. Donc ça reste encore nouveau, mais il y a beaucoup de choses possibles. Donc il y a de plus en plus de gens d'entités qui sont intéressés par ce qu'on fait, puis qui aimeraient pouvoir utiliser. Actuellement, donc le projet important, c'est supporté par le projet panaméricain, les Jeux panaméricains de Toronto, et donc Environnement Canada est dans un projet de démonstration de ce qu'on est capable de faire,
donc plus innovant que ce qui est fait opérationnellement. Donc c'est à l'échelle expérimentale. Donc à la fois pour la prévision météorologique qui sera avec des outils qui permettront d'aller un peu plus loin. Puis aussi ça permettra d'évaluer des outils et puis aussi pour faire le lien avec la santé publique, il y a un outil qui a été développé donc pour les jeux Wisdom, donc c'est par plusieurs entités de santé publique en Ontario et donc c'est un outil web qui permet d'ingérer donc plusieurs données socio-économiques et puis à côté donc des données météorologiques puis en particulier donc il y a les données météorologiques classiques comme la température mais aussi des indices un peu nouveaux. Donc qu'est-ce qu'on modélise en modélisation urbaine à l'échelle météorologique? On représente pas les bâtiments individuellement, mais on représente comme une moyenne à l'intérieur d'une maille de calcul. Donc la ville ses propriétés proviennent des matériaux différents des eaux de surface, puis également de la morphologie des rues. Les agencements des bâtiments. Donc on a différentes échelles à considérer. Donc l'échelle la micro-échelle, donc ce qui se passe à l'intérieur d'une rue, recirculation, aussi les échanges radiatifs, les effets d'ombrage et de réflexion des rayonnements sur les murs. À l'échelle locale, donc on considère les effets de ce qu'on appelle la canopée, où sont les bâtiments sur près de la surface. Et donc on a ce qu'on définit, donc ce qu'on va plus voir à méso-échelle. Donc on a l'influence de la surface se fait sentir principalement dans la couche limite planétaire et donc et elle a des caractéristiques différentes au-dessus des villes. Donc c'est ça qu'on étudie également. Donc les effets donc voilà sont les effets physiques qu'on modélise. Et donc il y a quelque chose qui est assez connu comme phénomène, c'est l'îlot de chaleur urbain. Donc le fait que la température est plus élevée dans les villes qu'à l'extérieur et principalement en soirée. Et donc en temps de vague de chaleur, ça a une importance cruciale. Et puis aussi donc le panache urbain, ça va aussi avoir une influence très importante pour la pollution, le transport de la pollution dans les villes. Donc il faut déjà avoir pour être capable de modéliser correctement la météorologie. Pour modéliser ces effets dont je viens de parler, on utilise on associe un modèle de surface avec un modèle atmosphérique. Puis ça, c'est une partie du modèle de surface qui prend en compte les effets urbains, où on modélise. Les différents bilans d'énergie sur les différentes surfaces, donc les flux turbulents puis les échanges radiatifs. Et donc on se base sur un concept de rue canyon, tel que défini par Hawke il y a plusieurs années maintenant. Et donc voilà, donc on utilise donc les flux doivent être donnés à l'atmosphère, donc ils vont forcer le modèle atmosphérique. Et il va y avoir si on l'utilise couplé, il va y avoir un retour, une interaction. Voilà. Ça c'est la principale composante qui prend les effets urbains en compte. Puis quand on le couple avec, quand on va faire des études, on va regarder, on a plusieurs techniques, plusieurs configurations possibles selon ce qu'on veut faire. Je pourrais même commencer par le 3D qui est le plus évident, donc où on coupe la surface avec l'atmosphère, puis on arrive à représenter de manière la plus réaliste possible l'environnement. Mais on peut, donc c'est assez coûteux évidemment, mais on a d'autres configurations pour des études différentes, comme configuration 2D où on va juste modéliser les effets de surface en forçant avec des données disponibles qui peuvent être un modèle opérationnel ou etc. Et donc ça c'est adapté pour regarder des scénarios climatiques
ou regarder des échelles encore plus fines. Et aussi, on étudie en ce qu'on appelle 1D. Donc, c'est par exemple, si on veut étudier des processus physiques, on va utiliser des observations dans une campagne de mesure, puis on va regarder, on va essayer de bien comprendre ce qui se passe en milieu urbain. Donc un exemple de configuration 3D pour les Jeux panaméricains. Donc on utilise des modèles à air limité donc pour raffiner la résolution à partir d'un modèle opérationnel à 10 km. Puis on descend 2,5 km, 1 km et 250 mètres. Puis donc on utilise des effets urbains dans on appelle ça une cascade, donc pour 1 km et 250 mètres. Donc ce système roule maintenant, et on produit des simulations tous les jours. Donc pour le moment, c'était en mode test, puis comme une campagne pour cet été, donc à partir de mai. Voilà. Donc il va y avoir beaucoup de données, sachant évidemment qu'à 250 mètres, les volumes de données sont assez importants, même si on va sélectionner une partie, on ne sauve pas tout. Donc c'est bien beau toutes ces simulations. C'est sûr qu'il faut que ce soit utilisé par quelqu'un. Donc la technique, comme c'est pas des modèles opérationnels mais expérimentaux, les cartes peuvent être vues sur un outil qui s'appelle WMS. Donc on peut voir, n'importe qui peut aller voir les simulations tous les jours, en tout cas les cartes des cartes météo. Donc aussi des séries temporelles au site où il y aura les Jeux panaméricains. Et puis aussi on partage avec d'autres groupes qui font du nowcasting. Donc on essaie de voir comment utiliser les données le mieux possible. Évidemment, ça reste expérimental, donc il y a encore beaucoup de travail. Donc juste pour illustrer qu'est-ce que ça représente d'aller vers une résolution encore plus fine. Donc si on regarde le centre-ville de Toronto, ici, donc voilà ce que ça représente à une maille de 10 km, 2,5 km, et puis à 250 mètres, donc on arrive à représenter l'hétérogénéité spatiale. Puis on va regarder pour la ville de Toronto, en été, les problèmes principaux, c'est la chaleur et puis les précipitations intenses. Donc ce modèle, pour toutes les configurations, on a besoin de représenter les surfaces urbaines comme une entrée du modèle, puis ça c'est déjà toute une histoire. Donc au départ, la méthode qui était utilisée, c'était en utilisant des classes homogènes, diviser une ville en classes homogènes, puis associer des paramètres à chaque classe. Donc les paramètres dont le modèle a besoin, ce sont donc les fractions de bâtiments, de routes, de végétation, donc la forme des rues, canyons, les paramètres radiatifs, thermiques et aussi les émissions anthropogéniques, puis des paramètres la rugosité aérodynamique. Donc pour cette méthode-là, il y avait 3 villes uniquement qui étaient faites, puis c'était trop difficile de généraliser. Donc il y a une nouvelle méthode qui est apparue ici. Donc là maintenant, on est capable de représenter tous les paramètres sur un domaine défini. Donc on n'a pas de limite entre une ville et autre chose. Donc on a déjà tout le Canada défini, voire plus. On est capable de produire, mais c'est toujours les bases de données en entrée sont toujours selon ce qu'on a de disponible, on va pouvoir changer. Donc par exemple pour Toronto, on dispose des hauteurs des bâtiments seulement pour le centre-ville, ce qui est déjà pas mal, mais donc c'est sûr que ça peut aussi être amélioré. Ça c'est le réseau d'observation mis en place pour les Jeux panaméricains. Donc principalement les points rouges, ce sont des mesures de température, humidité de l'air près de la surface. Puis bon, il y a aussi donc ça suit comme on appelle des transects. En fait, c'est pour suivre
les circulations locales de brise, etc. Donc il y a une idée derrière. Ça a été dessiné pour répondre au mieux aux besoins d'études des processus sur la ville de Toronto. Puis il y a aussi, il va y avoir aussi des mesures sur une voiture mobile, un célomètre qui va mesurer les flux sur une rue, puis aussi des capteurs de l'atmosphère, quelques capteurs de l'atmosphère. Donc là, je vais passer vite. Donc, par le passé, on a aussi travaillé avec d'autres campagnes de mesure sur Montréal, EPIC et Muse. C'est juste pour illustrer. Donc là, pour les études 1D, donc on utilise un tissu urbain homogène, et puis donc on a des tours pour mesurer les flux. Voilà. Donc ça c'est les résultats du modèle 2D, donc juste en faisant tourner la surface sur une longue période, puis forcé par des données d'un modèle météorologique opérationnel, donc à plus basse résolution. Et puis donc c'est la température radiative de surface au-dessus de Montréal. Donc si on compare avec ce qui sort du modèle opérationnel, c'est sûr qu'on a beaucoup plus de détails. Donc on est capable de reconnaître des points chauds autour des routes et tout ça, puis des points plus frais, donc liés principalement à la végétation. Donc ça c'était il n'y a pas l'heure, oui, 11h du matin. Donc c'est autour de cette période-là que la surface, vraiment la surface va être la plus chaude, mais l'air va être plus chaud plus tard. Donc on a regardé cette variable parce que c'est celle qui nous permet de comparer avec des données satellitaires. Donc c'est ce qu'on a fait ici, les données MODIS. Donc dans une étude, on a comparé plusieurs dates. Donc l'image MODIS a quasiment 1 km de résolution, puis on fait un upscaling pour voir un peu, pour comparer pixel par pixel ce que ça donne. Donc on montre on représente mieux la surface urbaine. Donc ça c'est un autre exemple, donc avec une étude en 3D sur Vancouver, ça c'est le résultat à 250 mètres de résolution, ça c'est MODIS, puis on a fait plusieurs expériences donc en upscalant cette image à la même résolution. À 1 km, 2,5 km, puis aussi si on ne représente pas la ville, puis donc on a une meilleure corrélation à la fois avec une meilleure résolution et en représentant la ville. Donc ça c'est plus pour l'évaluation quand on regarde les températures de surface, mais l'intérêt principal c'est la température de l'air, donc au niveau des gens, donc à 2 mètres. Donc ici c'est des exemples de modélisation des lots de chaleur urbains. Donc à Montréal, ça c'était donc la même étude que j'ai montrée tout à l'heure, donc en 2D. Puis à Toronto, ça c'est un résultat d'une étude 3D, donc où on voit les gradients qui peuvent être importants, donc le soir ou la nuit, entre les différentes zones urbaines, donc qui ne réagissent pas de la même façon. Donc on a aussi donc ça, ce sont les variables météorologiques classiques. Puis comme il y a une demande, donc plus pour l'utilisation pour la santé publique, d'aller voir quel indicateur de chaleur on peut représenter dans le modèle. Donc c'est sûr qu'on a déjà l'humidex qui est reconnu par tout le monde, mais il y a quand même des indices plus sophistiqués. Donc nous, on fait juste produire les indicateurs. Après, il y a le travail de voir qu'est-ce qui correspond le mieux aux besoins pour alerter la population. Donc l'UTCI, donc Universal Thermal and Climate Index, et le WBGT. Donc ce sont deux indices qu'on a codés. Donc ici, c'est l'UTCI. Donc on voit que ça, c'est un exemple d'hiver. Donc on a tourné cet hiver où on a une sensation de chaleur plus intense au centre-ville. Et puis donc c'est des paramètres. L'avantage, c'est qu'ils introduisent plus de
plus de paramètres météorologiques pour apprécier la réponse physiologique des citoyens. Donc il va y avoir des mesures aussi pendant Paname de la température du globe qui vont nous permettre d'évaluer ces indices-là. Donc ça, c'est des séries temporelles donc à un endroit, à un site de Toronto. Donc c'est toujours l'UTCI ici. Donc ça c'est au soleil ou à l'ombre. Donc évidemment il y a une différence étant donné qu'ici là on voit que ça c'est la couverture nuageuse, donc là il n'y a pas de nuages, donc ça fait une différence, puis vous serez d'accord avec moi que ça fait une différence dans la réalité, et puis donc c'est un comportement différent de la température. Donc là, on regarde aussi comment on modélise les nuages, mais là en particulier, c'est des cas de brise de lac. Donc ça, c'est un cas de brise pure, donc dans la région de Toronto, et donc on voit que, toujours une image Modis, donc on voit qu'on a à 250 mètres, on est capable de mieux capturer la structure des nuages, donc on représente mieux la réalité. Donc voilà. Même si à 2.5 on a déjà une information qui est très importante. Donc là c'est plusieurs slides sur les phénomènes de brise de lac ou brise de mer. Donc c'est sûr que les villes sont souvent situées sur les côtes, donc c'est un problème quand on étudie la météorologie urbaine, on a besoin de regarder tous les effets locaux qui interagissent entre eux. Donc ça c'est à 2.5 où on a donc on voit la brise qui arrive comme ça, et si on fait la coupe verticale, donc selon les deux, donc le point A ici. Donc on voit que c'est assez simple, on va dire. Et donc à 250 mètres, donc on voit que c'est beaucoup plus compliqué. Puis on arrive à simuler une zone de convergence sur les quartiers résidentiels ici. Puis donc c'était l'expérience EPIC. Puis il y avait des capteurs juste à cet endroit-là. Donc c'est vrai que quand on choisit l'utilisation des capteurs, où est-ce qu'on va mettre nos capteurs, c'est bien aussi de savoir quel est les phénomènes qui y arrivent régulièrement, parce que quand on a des capteurs ici, c'est plus difficile de comprendre ce qui se passe si on n'a pas la vision 3D de l'atmosphère. Donc voilà. Et puis donc l'exemple sur Toronto aussi de brise. Donc ça c'était l'été passé, le 22 juillet. Donc on a un vent synoptique comme ça, donc on a des petits nuages qui se forme ici. Ça, donc on fait une simulation avec les effets urbains, donc c'est notre référence. Puis on fait un test si on enlève les effets urbains dans la simulation. Et donc on voit que donc la brise va un peu moins loin avec les effets urbains que sans, et puis donc on est un petit peu plus chaud. Et puis en regardant donc cette coupe là verticale, donc ici donc c'est sûr, c'est pour vous expliquer, c'est la vitesse verticale donc dans l'atmosphère. Donc c'est sûr que c'est des choses qu'on voit beaucoup mieux à ces résolutions-là que dans les modèles opérationnels. On voit pas ce genre de signal. Donc ça permet de mieux vérifier la position des fronts. Et donc ce qu'on peut voir donc avec cette simulation de sensibilité, c'est que la brise, la ville donc a un effet sur la propagation de la brise au-dessus de la ville. De la brise au-dessus de la ville, donc on est plus proche, donc le front est plus proche, mais aussi plus intense. Les mouvements verticaux sont plus intenses. Donc ça a un effet très important sur la dispersion des polluants et donc à la fois dans la journée, mais aussi le soir quand la brise se retire. Donc la météorologie est compliquée, puis si on rajoute la composante qualité de l'air en plus, donc il y a beaucoup de problèmes ensemble à régler.
Et aussi, donc, concernant la précipitation, donc sur les différents modèles, donc à 10 km, ça c'est un système 17 juin 2014. Donc on voit que c'est assez grossier. Si on voit de 2,5 km, donc on a plus d'informations. Puis c'est sûr qu'à 250 mètres, on arrive à représenter des schémas beaucoup plus fins. C'est sûr que c'est pas parfait encore, surtout qu'on n'utilise pas d'assimilation de radar actuellement, comme ça peut se faire aux États-Unis. Donc ça c'est vraiment une simulation. Donc il peut y avoir, ce qu'on constate pour le moment, c'est on peut avoir des petits écarts d'écart temporel, puis bon les quantités de précipitations sont encore donc on travaille là-dessus pour essayer d'évaluer déjà, c'est déjà tout un travail. Mais en tout cas, c'est prometteur. Puis on arrive quand on compare au radar, on a une structure qui est plus réaliste. Donc j'arrive à mes conclusions et perspectives. Donc on a juste montré qu'on produit des prévisions en milieu urbain, donc avec un niveau de détail qui peut être utilisé par les décideurs. Donc en tout cas dans un avenir plus ou moins proche. Actuellement, on réalise des prévisions quotidiennes expérimentales sur Toronto à une échelle de 250 mètres, donc vraiment très très élevée. Puis ensuite, après les Jeux, donc l'idée c'est de faire plusieurs grilles sur les grandes villes du Canada, donc Montréal, Vancouver, donc des systèmes expérimentaux qui pourraient être disponibles. Et puis il y a aussi en parallèle donc le modèle opérationnel actuellement c'est 10 km, mais on s'en va vers 2,5 km. Et donc pour l'instant il y a des prévisions expérimentales, mais vraiment très proches d'être opérationnelles. Puis il y aura bientôt les processus urbains qui vont être pris en compte dans ce modèle-ci. Puis donc ça c'est pour la prévision du temps, mais aussi donc ces outils peuvent être utilisés pour d'autres applications. Donc ça peut être des projets d'aménagement du territoire, d'aménagement urbain, ou des scénarios aussi climatiques, ou évaluation des effets de verdissement, etc. sur la température de l'air. Donc là, on va profiter de la nouvelle campagne de mesure sur Toronto pour évaluer les modèles et puis aussi mieux comprendre les processus. Donc ça, c'est toujours de nouvelles campagnes, et puis donc il y a beaucoup de choses à comprendre, beaucoup de choses à améliorer. Donc voilà. Et puis donc comme je mentionnais, donc on a besoin aussi d'écrire le tissu urbain correctement pour mettre dans le modèle. Donc ça c'est la base. Donc on a quelque chose dont on est satisfait, mais c'est sûr qu'il faut mettre à jour que par exemple à Toronto il y a un étalement urbain important. Donc c'est des choses toujours à mettre à jour. Puis on est toujours à la recherche de données. C'est sûr qu'on a un outil qui va chercher des données gratuites, puis c'est toujours difficile. Donc c'est sûr que s'il y a un projet particulier, ça pourrait être utilisé des données plus haute résolution, si vous avez accès à des données, on est les preneurs. Et puis les développements à venir qui se dessinent assez naturellement. Donc comme je mentionnais, c'est le couplage avec la qualité de l'air. Donc ça va être, c'est dans les cartons. Et puis aussi rajouter composante hydrologie. Donc il y a aussi une grande demande pour le côté prévoir les inondations en milieu urbain. Donc il y a tout un challenge, mais il y a quand même le modèle est prêt. On voit déjà comment on peut commencer. Et puis donc évidemment des projets collaboratifs. Je suppose que c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc voilà. Merci.